Comment allez-vous les amis aujourd'hui? J'espère que vous passez un bon début de l'année 2025. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne Nuages ASMR. Bienvenue. Et évidemment, je vous remercie du fond du cœur d'être toujours là, de toujours m'écouter, de toujours être présent. Ça me fait chaud au cœur de vous savoir toujours là, toujours près de moi. Alors aujourd'hui, ce soir, on part en voyage. Et je vous emmène au Pérou. Pour vous parler du célèbre Machu Picchu. Une autre merveille du monde. Le Machu Picchu, qui se prononce Machu Picchu et qui vient du quechua Machu Picchu, signifiant vieille ou vieux sommet, est une ancienne cité inca du XVe siècle au Pérou, perchée sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Huyana Picchu, le jeune pic en quechua, sur le versant oriental des Andes centrales. Son nom aurait été Picchu ou Pichou. Considérée comme une œuvre maîtresse de l'architecture inca, elle est peu à peu abandonnée après l'effondrement de l'Empire Inca au XVIe siècle, puis méconnue durant des siècles en dehors de la population locale. Cela lui a conféré une réputation de cité oubliée. Machu Picchu fut exploré en 1911 par l'archéologue américain Hiram Bingham, professeur assistant d'histoire de l'Amérique latine à l'université Yale, qui la fit connaître dans un ouvrage de référence. Le site est généralement considéré comme une des résidences de l'empereur inca Pachacutec. Quelques-unes des plus grandes constructions et le caractère cérémonial de la principale voie d'accès, Ollanta, évoquent un sanctuaire religieux. En revanche, les experts ont écarté l'idée d'un ouvrage militaire. Au centre d'un ensemble culturel et naturel connu sous le nom de sanctuaire historique de Machu Picchu, le site est depuis 1983 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et depuis le XXIe siècle, une des destinations touristiques les plus visitées de la planète, suscitant des mesures de régulation du surtourisme. Le site se trouve dans l'est de la cordillère des Andes au
aux limites de la forêt amazonienne au Pérou. À 74 km de Cusco. À 2438 mètres d'altitude, les ruines sont à cheval sur la crête entre deux sommets. Le Huayna Picchu signifiant jeune montagne et le Machu Picchu signifiant vieille montagne. C'est le Huayna Picchu qui surplombe le site et que l'on peut voir sur la plupart des photographies de la cité. Selon certains angles de vue, il est possible d'y imaginer le profil d'un visage humain regardant vers le ciel. Dont le Huayna Picchu serait le nez. À l'opposé de Huayna Picchu, le Machu Picchu a donné son nom au site archéologique. Autour du Huayna Picchu et sur les deux côtés de la cité coule la rivière Vilcanota Urubamba, qui décrit un grand arc en contrebas d'une falaise de 600 mètres. Les 172 constructions s'étendent approximativement sur 530 mètres de long et sur 200 mètres de large. Elles ont été incluses dans le Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, appelé Sanctuaire historique du Machu Picchu, qui s'étend sur 32 592 hectares, afin de protéger à la fois les espèces biologiques menacées d'extinction et les sites incas dont Machu Picchu est le plus important. On peut accéder au Machu Picchu par différents chemins de randonnée. Le plus emprunté, le chemin de l'Inca, est soumis à un contrôle strict et ne peut être parcouru qu'avec une agence de voyage. Le village le plus proche du Machu Picchu est Aguascalientes, à 400 mètres en contrebas. Depuis ce village, un service de bus emprunte régulièrement la route Irambingam vers le Machu Picchu, que coupe un sentier piéton plus direct. Aucune route ne dessert Aguascalientes. Les visiteurs du Machu Picchu doivent marcher ou utiliser la ligne de chemin de fer qui traverse le village. Au départ d'Ollantaytambo ou de la centrale hydroélectrique de Santa Teresa. Le jour y règne chaleur et humidité, tandis que les nuits sont fraîches. La température oscille entre 12 et 24 degrés. Les pluies sont abondantes, environ 1955 mm par an, tout particulièrement entre novembre et mars. Ces précipitations souvent fortes alternent avec de belles éclaircies. La cité de Machu Picchu est bâtie sur des roches d'origine magmatique appartenant au pluton granitique du Machu Picchu. Ce pluton, actuellement profondément incisé par la rivière Urubamba et ses affluents, a cristallisé en profondeur autour de 220 ma et a été par la suite exhumé à la faveur du soulèvement associé à la tectonique andine et à l'érosion associée. Le site archéologique se situe au cœur d'une région géologique singulière au regard de sa morphologie, à l'échelle de la cordillère des Andes, la déflexion d'Ambacay. Le paysage actuel, caractérisé par de profonds canyons, est le fruit d'une accélération importante de l'érosion débutée il y a 4 millions d'années, environ imputée à un pulse d'incision fluviale à la suite de la capture de l'altiplano voisin en amont par les rivières venant du nord et de la probable activité tectonique du système de failles de l'Apurimac au sud de Machu Picchu.
région du Machu Picchu, située aux marges des Andes et de la forêt amazonienne, fut peuplée par les montagnards des régions de Vilcabamba et de Cusco, toujours à la recherche de nouvelles terres cultivables. Les archéologues indiquent que l'agriculture se pratiquait déjà dans la région au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans les années 900, il y a eu une explosion démographique de groupes liés à l'ethnie Tampu de l'Urubamba. Il est possible que ces peuples aient fait partie de la fédération Ayarmaca, rivale des premiers Incas de Cusco. Cependant, l'emplacement actuel de la ville ne présente aucune trace de construction avant le XVe siècle. Époque Inca 1438-1534. La ville a dû être construite sous le règne de l'empereur Pachacútec, le dirigeant à qui on attribue l'établissement de l'empire Inca, peut-être en 1440. Machu Picchu dut plaire au monarque par ses particularités et par son emplacement à l'intérieur de l'aire géographique sacrée de Cusco. Les archéologues et les historiens s'accordent sur le fait que Machu Picchu faisait partie d'un domaine royal appartenant à la lignée de l'empereur Pachacútec. L'architecture monumentale au cœur du Machu Picchu est en fait les vestiges d'un palais de campagne situé dans le domaine royal de Pachacútec. Les domaines royaux étaient des terres revendiquées par un empereur inca pour sa lignée qui était maintenue à perpétuité dans le but apparent de prendre soin et de faire des offrandes au souverain et après sa mort à la momie du souverain. Souvent, ces domaines royaux ont été créés pour commémorer les conquêtes. Et le Machu Picchu a peut-être été construit pour célébrer la conquête par Pachacútec de la basse vallée du rio Urubamba. L'empereur et les membres de sa lignée ne résidaient que de façon saisonnière dans les palais élaborés, construits dans ces domaines de campagne. Mais une suite de serviteurs demeurait pour entretenir les installations. La vallée d'Urubamba était un lieu privilégié pour les domaines royaux et Machu Picchu, Pisac, Ollantaytambo et plus d'une douzaine d'autres ont été identifiés. Machu Picchu dut avoir une population variable comme la majorité des Yactas Incas, entre 300 et 1000 habitants appartenant probablement à une élite religieuse et ou politique. Le travail agricole était effectué par des travailleurs Mi'kmaq Kuna amenés des différentes provinces de l'Empire. Les lignées royales étaient desservies par des individus connus sous le nom de Yanakona qui n'étaient pas ethniquement incas et ont été réinstallés en permanence pour répondre aux besoins quotidiens de l'Inca, de sa momie et de ses invités. Les Yanakona étaient considérés comme privilégiés par rapport à la population générale, cela s'exprimant dans leur proximité avec la royauté et dans des avantages matériels tels que les produits de luxe. Ils avaient été prélevés sur les terres conquises par l'empereur ou présentés en cadeau par d'autres Panakas, même après la mort du fondateur du domaine royal. Les Yanakona, qui étaient des hommes, semblent avoir reçu des épouses de la classe de femmes connues sous le nom d'Akia, des femmes choisies, qui ont été séparées de leur groupe ethnique et éduquées dans des établissements spéciaux. Les vallées avoisinantes formaient une région densément peuplée et qui avait augmenté de façon spectaculaire sa production agricole à partir de la période Inca en 1940. Les Incas construisirent là de nombreux centres administratifs. Les plus importants étaient Patayacta et Cuente, et des complexes agricoles
avec des cultures en terrasse. Machu Picchu dépendait de ces complexes pour son alimentation, mais leur production était insuffisante, nécessitant des importations depuis d'autres provinces. La communication entre les régions était rendue possible grâce au réseau formé par les 8 chemins Incas qui allaient à Machu Picchu. La petite cité se différenciait des populations voisines par la singulière qualité de ses grands édifices. À la mort de Pachacutec et selon les coutumes royales Incas, Machu Picchu passa à Sapanaca, court clan clientèle élargie, qui devait destiner les rentes produites au culte de la momie du défunt roi. Cette situation se serait poursuivie sous les règnes de Tupac. Ah bon? Tupac Yupanqui et Huayna Capac. La ville ne peut justifier le mythe de la cité perdue ou du refuge secret des empereurs incas, car Machu Picchu dut perdre de son importance en raison du désintérêt des empereurs successifs et aussi de l'ouverture d'un chemin plus sûr et plus large entre Ollantaytambo et Vilcabamba. Époque de transition 1534-1572. La guerre civile Inca et l'arrivée des Espagnols à Cusco en 1534 vidèrent les activités de Machu Picchu de sens, une fois disparue l'aire géographique sacrée de Cusco. En outre, la résistance Inca dirigée par Mananco Inca en 1536 appela les nobles des régions proches à rejoindre la cour en exil de Vilcabamba. Et il est fort probable que les principaux nobles de Picchu aient alors abandonné la ville. Des documents contemporains mentionnent une dépopulation de ces régions. Les paysans de la région étaient essentiellement des mitmas, issus des différents peuples conquis par les Incas et déplacés de force sur ces terres. À la chute du système économique Inca, ils retournèrent sur leur terre natale. Picchu et sa région deviennent tributaires de l'encomienda espagnole d'Ollantaytambo. Le premier chef en fut le conquistador Francisco Pizarro. Cela ne signifie pas que les Espagnols montèrent jusqu'à Machu Picchu, ni qu'ils connaissaient son importance passée, mais ils connaissaient le lieu probablement déjà en partie déserté. Un document indique que l'Inca Titu Cusi Yupanqui, qui régnait à Vilcabamba, demanda à des frères augustins d'évangéliser Piocho vers 1570. Il n'y a pas de lieu qui se nomme ainsi, mais Picchu est le seul nom qui s'en rapproche. Ce qui fait dire à Lumbreras que les fameux extirpeurs de l'idolâtrie ont peut-être à voir avec la destruction et l'incendie du temple du soleil. Le soldat espagnol Balthazar de Ocampo décrivit à la fin du XVIe siècle, dans les dernières années de la résistance Inca, une cité au sommet d'une montagne, avec des constructions extrêmement somptueuses et une grande Akiawasi. La brève description qu'il en fait rappelle Picchu. D'ailleurs, Okama affirme que le lieu s'appelle Pitcos. Le seul lieu dont le nom se rapproche est Vitcos, un site Inca à Vilcabamba, complètement différent de celui décrit par Ocampo. Ocampo indique que dans ce lieu a grandi Tupac Amaru, successeur de Titu Cusi et dernier Inca de Vilcabamba. De la colonisation à la République, XVIIe siècle, XIXe siècle. Après la chute du royaume de Vilcabamba en 1572 et
la consolidation du pouvoir espagnol dans les Andes centrales, Machu Picchu demeura dans la juridiction de différentes haciendas coloniales qui changèrent plusieurs fois de main jusqu'à la création de la République. Elle devient un lieu à part, éloigné des nouvelles routes et axes économiques du Pérou. La région fut pratiquement ignorée par le régime colonial qui ne fit édifier ni église ni cité importante dans la zone. La population andine ne semble pas avoir eu la même attitude. Le secteur agricole de Machu Picchu ne paraît pas avoir été abandonné. Par contre, les constructions de la zone urbaine n'ont pas été occupées et furent envahies rapidement par la végétation, sans pour autant être complètement oubliées comme on l'a souvent écrit. Au XIXe siècle, en 1865, le naturaliste italien Antonio Raimondi passa au pied des ruines sans les voir et mentionna la population clairsemée de la région. En 1870, l'Américain Harry Singer indiqua pour la première fois sur une carte le Cerro Machu Picchu et le Huayna Picchu, pour lequel il précisa que c'était le Huaca de l'Inca. Preuve d'une certaine connaissance de l'histoire inca par les autochtones. Sur la carte de 1874 de l'Allemand Hermann Göring, les deux sites sont mentionnés avec exactitude. Le voyageur français Charles Wiener affirmait en 1880 qu'il y avait des ruines à Machu Picchu, mais sans pouvoir se rendre sur ce lieu. C'est la preuve que l'existence des ruines n'avait pas été oubliée. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur l'histoire du Machu Picchu. J'espère que cette vidéo vous aura détendu, relaxé, endormi peut-être. En attendant moi de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous les amis, buvez beaucoup d'eau et surtout, soyez heureux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent en Amérique. Bon, il est temps que je termine cette vidéo, je vais le laisser. En plus c'était triste ce que je voulais dire. S'il y a des gens qui m'écoutent en Amérique, je ne sais pas, peut-être. Je regarde pas mes statistiques. Je suis de tout cœur avec vous. Les personnes qui subissent les feux à Los Angeles. Je sais pas pourquoi, quand il y a eu les feux aussi au Canada, ça me touche beaucoup. Je trouve ça horrible, tragique et très triste. Et donc s'il y a des gens qui m'écoutent de l'Amérique ou qui ont de la famille, des amis, qui connaissent des gens
Amérique. En tout cas, vous avez tout mon soutien, tout mon courage, toute ma force. Vraiment, je suis très triste de ce qui arrive. Je trouve ça dramatique. Et donc vous avez tout mon soutien et ma force. Et je pense vraiment beaucoup à vous. Et surtout aussi, je pense beaucoup aux animaux. C'est une cause qui me touche particulièrement. Je me dis que tous ces animaux qui perdent la vie dans ces feux et qui sont perdus et qui meurent, quoi. Ça me dévaste. Vraiment, ça me rend très triste. Je vais pas me mettre à pleurer, mais en tout cas, voilà. Je prie pour vous. Je pense à vous. Et si vous avez donc des amis, des proches, si vous connaissez des gens qui habitent en Amérique et qui traversent cette énorme épreuve, sachez que eh bien, je vous envoie tout l'amour, toute la force, tout le courage. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, mais voilà, je voulais vous le dire. Je pense très fort à vous. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. J'essaierai d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Enfin, dans la sortie de mes vidéos. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à trouver des idées. Du moins des idées, j'en ai, mais des idées intéressantes qui me bottent, quoi, qui m'intéressent, qui peuvent vous intéresser. Je suis un petit peu pour tout vous avouer, on va faire du blabla. Après le Machu Picchu, je vous avoue que je suis un petit peu en baisse pas de morale, non pas du tout, mais de motivation, pas pour faire des vidéos, mais trouver des sujets. Pour tout vous avouer, j'ai l'impression que... Bon, après vous me direz, ça fait même pas un an que j'ai commencé, donc bon, mais je me dis, j'ai envie de me diversifier, j'ai envie de faire d'autres trucs, d'autres concepts, etc. Mais j'ai pas d'idée. Donc l'envie, elle est là, hein. J'ai envie de vous faire plaisir, de vous apprendre encore plein de choses, etc. Mais je viens de manger. Je me sens un peu en perte de vitesse. Voilà, disons ça comme ça. Donc j'espère que je vais trouver de quoi voilà, me diversifier, faire d'autres concepts, je sais pas moi, d'autres idées innovantes. Voilà, pour être claire avec vous et transparente, voilà, vous savez tout. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours, que vous êtes toujours content de m'écouter, même si peut-être il y a des sujets qui sont pas forcément hyper intéressants. J'essaye de faire au mieux pour vous faire plaisir. Et quant à moi, bien, je vous retrouve. J'ai une joue rouge. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai hâte de trouver d'autres idées tout aussi passionnantes que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'on commence pas l'année en grande pompe, mais je vais me ressaisir et ça va aller. Allez, je vous laisse ici, trêve de blabla. Je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous, gardez la santé, gardez le moral, c'est super important. Sans ça, on fait rien. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous.